parfois on fait porter une responsabilité sur la jeunesse sur la question climatique, alors que justement les jeunes ils y sont pour rien dans les émissions de gaz à effet de serre qu'on a accumulées dans l'atmosphère depuis 150 ans. Bonjour Nabil Wakim, merci d'avoir accepté l'invitation pour Gamefluence Media. Tout d'abord, je voulais vous demander, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Donc je m'appelle Nabil Wakim, je suis journaliste au Monde depuis 20 ans et depuis 3 ans j'anime un podcast qui s'appelle Chaleur Humaine et c'est aussi une newsletter qui toutes les semaines essaye de répondre aux questions qu'on se pose toutes et tous sur la crise climatique et la crise écologique au sens large. Donc voilà, ce que je fais c'est que je reçois des experts et j'essaye de rendre leurs propos les plus compréhensibles possibles pour qu'on comprenne les enjeux auxquels on fait face. Et qu'est-ce qui vous a poussé à peu près à vous intéresser en fait à la question environnementale ? En fait, moi, je suis journaliste depuis longtemps. J'ai été journaliste politique, j'ai été journaliste sur les questions d'énergie. Et en fait, finalement, la question climatique, elle se retrouve un peu au croisement de tout ça. C'est-à-dire que elle concerne tous les pans de nos vies. C'est une question qui est très politique. Et en même temps, c'est une question très économique. Et donc, voilà, l'idée de ce podcast, c'était de se dire, est-ce qu'il y a un endroit dans lequel j'arriverai à parler de ça d'une manière qui est transversale, qui concerne notre manière de nous déplacer, de nous habiller, d'habiter nos villes, notre manière de manger, tout ce qui va être transformé par la transition climatique. Voilà, l'idée de ce podcast, c'est de pouvoir parler de tout ça un peu en même temps. Ok, donc un peu de sensibiliser aussi les jeunes et en règle générale les personnes qui vous écoutent. Et parmi vos invités, je voulais vous poser la question, c'est lequel qui vous a à peu près le plus marqué, que ce soit dans son discours ou je pense par exemple à Jean-Baptiste Resseuse, que vous avez reçu, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai plein d'invités qui m'ont fait beaucoup évoluer, parce qu'en fait, pour moi, c'est le gros avantage de faire un podcast, c'est que ça me fait comme une sorte de cours géant où j'apprends des trucs toutes les semaines, donc ça, c'est vraiment génial. Récemment, il y a un plongeur et docteur en océanographie qui s'appelle François Sarano, qui est venu parler de l'impact du réchauffement climatique sur la Méditerranée. Et c'est un épisode qui m'a beaucoup ému, d'abord parce que lui, c'est un super conteur qui parle très très bien, mais aussi parce que moi, je suis méditerranéen, je suis né au Liban, c'est un endroit qui est important pour moi, et le fait de comprendre que, en fait, la Méditerranée, elle sera plus jamais comme avant, et qu'elle fait face à des risques très graves, ça m'a beaucoup fait réfléchir et aussi bousculer. D'accord. Et qu'est-ce que je vais dire ? Pour vous, quel est le rôle du journalisme, du coup, dans toutes les problématiques environnementales ? C'est quoi un peu l'objectif de ce métier pour vous ? Il n'y a pas qu'un seul objectif, mais je dirais que, en tout cas, ce que moi j'essaie de faire avec Chaleur Humaine, c'est d'abord de donner des ordres de grandeur, une grille de lecture pour que les gens ils puissent se faire leur opinion et se sensibiliser à la question climatique. C'est-à-dire les épisodes de Chaleur Humaine, c'est pas un traitement de l'actualité du changement climatique, c'est plutôt comme une sorte de bibliothèque, des épisodes qu'on peut écouter même 2 ans, 3 ans après, et qui peuvent nous permettre de nous informer sur plein de sujets très concrets liés au changement climatique, la voiture, l'avion, la viande, peu importe. Donc ça, c'est plutôt ma manière de le faire, mais ça s'ajoute à plein d'autres manières. Le traitement de l'actualité chaude, des catastrophes climatiques, par exemple. Le traitement des luttes aussi autour de la question des questions environnementales. Tout ça, c'est très important et c'est complémentaire entre les différents médias, bien sûr, qui couvrent ces questions. Et par rapport du coup aux médias et aux jeunes aujourd'hui, quels conseils donnerez-vous du coup aux jeunes qui vous écoutent et surtout aux jeunes qui veulent devenir, on va dire, journalistes un peu responsables, un peu comme vous ? En fait, d'abord, le podcast, il s'adresse pas que aux jeunes, parce que souvent, on a l'impression que les jeunes seraient les seuls à s'intéresser à la question climatique. C'est pas vrai. Il y a plein de jeunesses différentes. Chez les jeunes, il y a des jeunes qui s'intéressent beaucoup au climat, il y en a qui s'en fichent. Et chez les gens beaucoup plus âgés, il y en a qui s'intéressent beaucoup au climat, il y en a qui s'en fichent complètement. Donc, c'est juste que de garder en tête que parfois, on fait porter une responsabilité sur la jeunesse sur la question climatique, alors que justement, les jeunes, ils y sont pour rien dans les émissions de gaz à effet de serre qu'on a accumulées dans l'atmosphère depuis 150 ans. Et après, j'ai pas vraiment de conseils à donner, mais je dirais que une manière peut-être, en tout cas ce que moi j'ai appris de ces 3 ans de podcast, c'est quand même que il n'y a pas de truc parfait. C'est-à-dire toutes les solutions qu'on a face au changement climatique, elles ont toutes des avantages et des inconvénients, et on n'a pas des super choix devant nous. Donc c'est de garder la tête froide par rapport à ça, en se disant voilà, on navigue un environnement qui est super compliqué, qu'il est encore plus maintenant, avec les guerres au Proche-Orient, en Ukraine, avec Donald Trump, avec la montée de l'extrême droite. Donc tout ça est super dur. Donc il faut arriver à garder un peu la tête froide en se disant qu'est-ce qu'on peut arriver à faire de mieux, de moins pire dans la période qu'on traverse. Voilà, ça c'est quand même un truc que j'ai appris, je dirais, ces dernières années. D'accord. Et par rapport aussi au fait de, on va dire, bouger les choses,
pour vous, quel serait pour vous le meilleur moyen, on va dire, du coup, de faire bouger les choses et aussi les gens et de les motiver à adopter certaines méthodes peut-être plus respectueuses de la planète? Je dirais que, encore une fois, de tous ces entretiens, ce que je retiens, c'est que souvent, on a l'impression que le plus urgent, c'est que les gens ils fassent des gestes individuels. C'est qu'ils coupent le robinet quand ils se brossent les dents, qu'ils fassent attention à leur alimentation, à leur transport. Et évidemment, tout ça, c'est important, mais ce que je retiens, c'est qu'en fait, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est les actions collectives qu'on peut mener. Et donc, si les gens, ils veulent faire quelque chose d'utile, ils ont envie de faire quelque chose, en fait, le plus souvent, c'est plutôt dans des démarches collectives qu'il y a des choses qui peuvent se passer. C'est-à-dire s'investir dans une association, dans une copropriété pour faire la rénovation d'un logement, ou prendre la tête à son propriétaire en étant plusieurs locataires pour dire voilà, on voudrait que ce soit rénové, que ça consomme moins d'énergie, s'engager dans une association dans laquelle on est déjà, ça peut être une association sportive, n'importe quoi, où on dit voilà, on va essayer de faire les choses un peu autrement. C'est les dynamiques collectives qui changent les choses. C'est vrai pour le climat, c'est vrai aussi pour d'autres choses, mais c'est particulièrement vrai là parce que c'est là qu'on atteint des niveaux où en fait on a des réductions aussi d'émissions de gaz à effet de serre qui sont plus importants. Et donc au début, moi aussi comme tout le monde, je me disais c'est les petits gestes de chacun qui vont compter. Ça veut pas dire qu'ils comptent pas, mais ce qui compte vraiment, c'est les gestes collectifs qu'on arrive à faire. Et par rapport à ça, du coup, je pensais à l'État. On sait très bien qu'on va dire l'environnement n'est pas aujourd'hui la priorité de l'État. Est-ce que pour vous, du coup, il y a une vraie insuffisance de la place de l'environnement dans l'agenda politique? Et on va dire, comment est-ce que vous pensez que cela va se résoudre ou En fait, ça c'est très clair, comme tu dis, le sujet principal pour faire face à la crise écologique en général, c'est les politiques publiques. C'est ce que l'État, les mairies, les régions peuvent faire parce que c'est eux qui peuvent décider de changer un certain nombre de choses dans nos vies, qu'il y ait plus de trains, qu'on favorise le train par rapport à l'avion, qu'on favorise des menus avec moins de viande plutôt que des menus avec de la viande à la cantine tous les midis. Enfin voilà, ce genre de choses, c'est les pouvoirs publics qui peuvent le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les questions climatiques, elles apparaissent pas comme une priorité. Et donc là aussi, c'est un rapport de force politique. Politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire pas forcément les partis politiques, mais toutes les citoyennes, tous les citoyens qui peuvent s'emparer de ces questions-là pour essayer de faire en sorte que cette question, elle passe un peu plus au premier plan. C'est aussi notre rôle à nous, journalistes, c'est ce qu'on essaye de faire au Monde et dans un certain nombre d'autres médias, à donner une visibilité plus grande à cette question-là pour qu'elle soit mieux prise en compte. Et pensez-vous, pour mieux agir, on va dire, est-ce que privilégiez-vous peut-être la manière un peu plus violente des choses, c'est-à-dire les protestations ou plus une manière pacifique pour mieux faire entendre le message que qu'est-ce que vous disons que moi je suis journaliste, donc c'est pas vraiment à moi de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou comment le faire. C'est sûr qu'il existe plein de modes d'action différents qui vont de s'investir dans une association de citoyens au niveau local et aller faire des manifs, de participer à une association de protection des oiseaux. Enfin, il y a plein de manières différentes de s'engager. C'est pas à moi de dire aux gens comment il faut faire. Toutes ces manières de s'engager, elles sont respectables. Je pense qu'elles le sont d'autant plus quand elles sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens, selon leur sensibilité, selon leur entourage, l'endroit où ils ou elles vivent, en fait, font pas la même chose. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il y a une diversité de manières de s'engager sur ces questions. Et par exemple, pour un mot de la fin, en un mot, pour vous, la transition, par quoi elle doit passer? S'il faut trouver un seul mot, je dirais 2 mots, elle doit passer par une vie meilleure. Parce qu'en fait, souvent, on a l'impression que toute cette histoire de transition, ça va être horrible, c'est plein de concessions et ça va être des galères partout, tout le temps. En fait, du coup, il faut proposer aussi des solutions qui, non seulement vont dans le sens de la transition, mais aussi vont rendre nos vies meilleures. C'est ça. Merci beaucoup pour cette interview et merci d'avoir accepté de faire l'interview avec Une Chance. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci.